Bonjour à tous, la famille, c'est Alibi Montana. Retrouvez-moi sur Up. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alibi Montana, une légende du rap français qui a plus de 20 ans de carrière. Artiste et producteur, il a réalisé de nombreux projets et collaborations marquantes. En 2019, il publie son livre « De la rue à la rime », un témoignage inspirant pour les jeunes. En 2024, son projet « Rue » se classe parmi les meilleurs projets communs du rap. Alibi Montana représente l'évolution du genre et continue d'influencer les nouvelles générations par son talent et sa vision artistique. Bonjour Alibi, nous sommes ravis de te recevoir dans Up. Comment tu vas ? Ça va, très content d'être chez vous. Après une carrière comme la tienne, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du statut d'artiste à celui de producteur de musique ? Alors en fait, c'est lors de la tournée du film Le Braconnier, dans lequel je joue un chef de gang, donc film de Sébastien Jiménez. Donc plusieurs fois dans les salles de cinéma, il y avait des artistes qui venaient à ma rencontre de chaque ville. Et à chaque fois, ils me disaient, on a des projets, disques, livres, courts-métrages, mais on ne sait pas comment les défendre. Et au fur et à mesure que de ville en ville, il y a des artistes qui viennent me voir pour me dire la même chose, c'est de là qu'est née l'idée de monter mon agence Artop, parce que j'étais avec mon attaché de presse Majid Lebar, et qui m'a dit que regarde, tous les artistes qui viennent te voir à chaque fois, à chaque ville, il y a quelque chose à faire, il faut monter ton agence. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de monter Artop. Même si ça s'est fait naturellement parce que les artistes sont venus à toi, est-ce que tu as eu le temps de créer une vision ou d'avoir une ambition pour ton label ? Oui, alors, ouais, l'agence Artop et un label, c'est deux choses différentes. Label, j'avais déjà eu cette expérience-là avec mon label TMPP, où j'avais produit plusieurs compiles, plusieurs artistes à l'époque. Et là, Artop, c'est vraiment une agence où on est là pour essayer de mettre en lumière justement les artistes qui ont quelque chose à défendre. Voilà, c'est deux choses différentes, mais ça fait partie aussi d'une même vision qui est celle que j'avais toujours eue, c'est-à-dire pouvoir aider les autres à s'émanciper le mieux que je pouvais le faire, quoi. Est-ce que tu peux dire concrètement c'est quoi le rôle d'un producteur en fait ? C'est très différent de celui d'artiste finalement. Oui, alors oui, bien sûr, c'est vrai que tu peux faire les deux. Dans mon cas, je fais les deux, mais quand tu es producteur, disons que tu dois avoir le recul nécessaire justement sur l'artistique. Tu peux être là pour conseiller l'artiste, ça peut être sur des choix de musique, de texte, même au niveau de la technique, dans la façon de poser en studio sur les différents morceaux. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis ensuite, bien sûr, accompagner tout ce qui va être la sortie du projet, la promotion du projet. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que souvent le producteur, bien sûr, s'occupe aussi de mettre en place avec des différentes équipes. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu as une immense carrière. Comment ton expérience d'artiste influence ta manière de produire des talents ? Oui, justement, c'est essayer de leur faire prendre des raccourcis. Souvent, moi, quand je discute avec des artistes à moi au sein d'Artop, je leur dis, à l'époque où moi j'ai sorti mes tout premiers albums, il y avait certains outils qu'on n'avait pas. Donc, je leur dis, voilà, là, il y a des outils qui sont à votre disposition. Il faut les utiliser et savoir bien les utiliser. Je leur donne aussi des conseils, que ce soit au niveau scénique, que ce soit au niveau la façon d'appréhender les événements. Toutes ces choses-là, j'essaie de les faire bénéficier de toutes les expériences que j'ai eues déjà depuis plus de 20 ans maintenant. Quand tu parles d'outils, c'est quoi précisément ? Quand je parle d'outils, c'est les différents, par exemple, ne serait-ce que les réseaux sociaux. Moi, à l'époque où j'ai sorti mon premier album, 1260 jours, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. On était dans les débuts d'Internet, voilà, il n'y avait pas tout ce qui était Instagram, TikTok, Twitter, toutes ces choses-là. Donc, je leur dis que ces outils-là, ils sont à votre disposition, il faut savoir les utiliser, mais à bon escient, voilà. Il faut le dire, les producteurs n'ont pas bonne presse dans l'industrie de la musique. Ils ont la réputation de se faire de l'argent sur le dos des artistes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la réputation des producteurs ? À partir du moment où ça existe et c'est des choses qui se sont produites, je peux comprendre. Il y a des producteurs, c'est vrai, qui ont abusé. Donc c'est normal que les gens se posent des questions et veulent savoir où ils mettent les pieds. Mais à partir du moment où on est clair, où tout est clair,
je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais justement, il faut qu'il n'y ait pas de tabou entre le producteur et son artiste, parler de tout, que l'artiste puisse comprendre là où le producteur veut l'emmener et que le producteur puisse répondre aussi aux questions de l'artiste, ce qui va permettre que les deux parties vont pouvoir travailler le mieux possible ensemble. Tu le dis très bien, il faut parler sans tabou. Moi, j'aimerais savoir globalement, ça coûte combien de produire un artiste? Tu peux donner une fourchette? Franchement, on peut pas donner au jour d'aujourd'hui, on peut pas donner une fourchette comme ça. Surtout que l'industrie musicale a complètement changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est plus pareil, même au niveau des studios aussi, parce que avant, les studios classiques, on pouvait dire que ça avait un certain prix, et puis il fallait budgéter ça d'une certaine manière. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui s'enregistrent dans des home studios. Dans toute la France, il y a des studios partout. Je suis sûr que même ici, dans le 14e, j'en trouve une dizaine. Donc c'est comme ça dans toute la France. Donc les choses ont changé. Maintenant, il y a la possibilité d'enregistrer un album, on va dire, à des coûts beaucoup plus inférieurs que ça ne l'était avant. Et ça change beaucoup la donne. Après, tout dépend aussi du producteur, du nombre de clips qu'il va faire pour son artiste, de la promotion aussi qu'il va prendre pour son artiste. Donc c'est en ça que c'est difficile d'annoncer, de donner un tarif comme ça ici dans l'interview. Voilà. Bien sûr, je comprends. Mais entre le statut d'artiste et celui de producteur, c'est quoi le siège le plus confortable? Moi, je ne me suis jamais posé cette question parce que je suis quelqu'un qui va faire les choses. L'important pour moi, c'est l'action. Voilà, c'est de faire les choses. Alors aussi bien quand il faut faire la production, quand c'est au niveau de l'agence qui s'occupe de la promotion justement des artistes, ou que quand je suis en train de faire des choses pour moi, comme ce best-of par exemple qui vient de sortir, j'ai pris le temps de me dire quels sont les titres que je veux mettre sur ce best-of, quelle est la tracklist que j'ai envie de faire. Et ensuite, je voulais mettre des inédits. Donc en même temps, voilà, je fais un inédit avec des rappeurs de la nouvelle génération. Donc j'ai fait appel à Koff, du 13 organisé. On a fait le morceau du 13 au 93 ensemble. Ensuite, j'ai fait le morceau comme Lebron et Brony avec mon fils Jay, parce qu'il le méritait et qu'il est très talentueux. Donc tout ça aussi, ça fait partie des réflexions que j'ai eu à avoir en tant qu'artiste et en même temps en tant que producteur aussi. Donc tout dépend des casquettes que tu as. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, l'important, ça a toujours été l'action, le fait de faire les choses. Parce que souvent, il y a des gens qui ont énormément d'idées mais qui n'agissent pas. Et des fois, sur la longueur, ils font rien, parce que c'est bien d'avoir plein d'idées, tu peux avoir 100 idées, mais si tu n'en mets pas une en place, eh ben, tu vas rien faire. Souvent, je dis aux gens, même ceux qui sont tout le temps en train de planifier, je leur dis, il faut à un moment qu'il y ait du concret dans la planification. De toute façon, à partir du moment où tu es concret, que tu fais les choses, et ben la planification, elle va se faire tout seul, parce que à partir du moment où tu défends quelque chose, où tu as mis un produit en place à la disposition des gens, ben tu seras obligé de planifier des choses pour ce produit. Donc il faut arrêter de planifier sans cesse, sans en faire d'action concrète. Ok, on entend très bien ton message. Aujourd'hui, si par exemple, moi j'ai envie que tu me produises, c'est quoi les critères pour que je vienne dans ton label? Il faut avoir du talent, en vouloir et être à l'écoute. Moi, souvent, quand je reçois les gens au sein d'Artop, je les écoute déjà d'abord pour voir ce qu'ils ont à proposer musicalement. Et ensuite, je discute avec eux pour voir aussi où ils veulent aller, ce qu'ils ont dans la tête. Des fois, des gens veulent faire de la musique pour des mauvaises raisons. J'en ai vu pas mal passer à mon bureau qui s'imaginent tout un tas de choses, qui font aussi des films. Donc il faut expliquer aux gens que la musique, en tout cas, si on veut en faire sérieusement, faire carrière, c'est une course de fond. Voilà, c'est une course de fond. Il faut faire les choses étape par étape. Il faut savoir écouter. Et on est tout le temps en train d'apprendre. Même moi-même, à l'heure qu'il est, j'apprends encore des choses.
Des fois, je fais des voyages, je suis amené à être sur des événements, à rencontrer d'autres artistes, d'autres personnes dans l'industrie qui sont à l'étranger. Et des fois, ils sont amenés eux-mêmes à m'apprendre des choses. Comme moi aussi, je leur apprends des choses sur ce que j'ai déjà fait. C'est un échange. Je pense qu'on est en perpétuel apprentissage. Moi, c'est ce que j'essaie de dire à tous les artistes aussi qui sont chez moi. Je leur dis, soyez dans cette mentalité-là et vous allez pouvoir emmagasiner de l'expérience qui va vous servir. C'était justement ma prochaine question. Un producteur, pour la plupart du temps, c'est une plus-value pour l'artiste car il l'accompagne dans sa carrière. Mais qu'est-ce que toi, tu as le plus appris en étant producteur ? C'est ça, c'est l'écoute, c'est l'échange. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a été bénéfique parce que, comme je dis, c'est très enrichissant d'apprendre des autres, aussi bien qu'ils peuvent apprendre de vous, mais c'est aussi très enrichissant. Et moi, je sais que dans les différents voyages que j'ai pu faire dans des pays à l'étranger, ça m'a aidé pour pas mal de choses, même au niveau de l'ouverture aussi musicale, de collaborer aussi avec d'autres personnes, de pas rester par exemple dans que ce que tu sais faire. On pourrait se dire, ah voilà, t'es un rappeur donc tu fais du rap, tu te contentes de poser sur le même genre de musique. Non, tu peux t'ouvrir et tout en rappant amener aussi ta musique dans d'autres horizons. Le fait d'échanger avec les gens, ça fait partie des ouvertures que ça t'apporte. Et moi, j'ai su saisir justement ces choses-là. Tu le disais très bien tout à l'heure, les réseaux sociaux ont changé la donne parce qu'aujourd'hui, avec un son sur TikTok, on peut faire le buzz et se faire repérer. Comment toi, tu perçois l'impact des réseaux sociaux sur l'industrie musicale ? Et à partir de quand tu considères qu'un de tes artistes a vraiment réussi ? Chacun n'a pas la même manière de voir les choses, mais moi, à partir du moment où un artiste existe avec sa musique qu'on a pu faire, c'est-à-dire que par lui-même, on peut le booker, on peut faire en sorte qu'il puisse aller jouer ses titres, qu'il puisse être rémunéré pour ça, je veux dire, sur la longueur, moi, je veux dire, je suis déjà satisfait parce que je me dis, l'artiste, il existe et il peut produire, on va dire, de la richesse qui va être bénéfique pour lui, pour son art. Donc à partir de là, moi je considère déjà que c'est suffisant. Parce que je me dis, mon artiste, il existe et on peut lui faire des choses. Après, tout dépend de comment se situent les gens. Il y a des gens qui ont d'autres idées, qui vont se dire, ah, il faut que j'ai une villa, il faut que j'ai telle voiture, il faut que j'ai tel compte en banque. Chaque personne n'a pas la même philosophie. Mais moi, pour moi, à partir du moment où l'artiste existe et qu'il peut vivre de son art, moi, ça me va pour lui, pour ma manière de voir les choses. Mais à partir du moment où un artiste intègre ton label, il doit quand même partager cette vision et ses valeurs. Moi, c'est ce que je leur explique et ce que j'essaie d'inculquer. Après, tu peux pas forcer les gens à penser comme toi. Et c'est pour ça que, comme je te dis, je reçois beaucoup de monde. On a été amené à travailler avec des personnes avec qui ça n'a pas duré. Parce que justement, on n'arrivait pas à se comprendre. Par rapport à ce que j'essayais de leur expliquer, on voyait vraiment pas les choses pareilles. Et quand c'est comme ça, je préfère qu'on se sépare. On va dire qu'on se sépare, bons amis. Et puis, c'est pas pour ça que moi, je vais leur souhaiter du mal. Bien au contraire. Mais c'est juste que je préfère travailler avec des gens avec lesquels on va pouvoir avancer sur la durée. On va se comprendre sur la manière de faire les choses. Est-ce que tu as des projets d'artistes dont tu es particulièrement fier, que tu as produits ? Les artistes qui sont chez nous à Artop, je suis fier d'eux parce que ce sont des gens qui écoutent et qui travaillent dur. Donc je suis déjà fier d'eux pour ça. Après, comme je leur dis à tous, il faut que ce soit sur la durée. C'est-à-dire sur la durée, c'est ça qui va permettre d'obtenir des victoires. Quand je dis des victoires, c'est des objectifs qu'on se fixe. Et puis quand il faudra faire un bilan, on le fera. Mais pour l'instant, on est dans le travail. Tu étais artiste, aujourd'hui tu es producteur avec tout ce que ça comprend comme difficulté. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite suivre ton exemple ? Savoir que c'est pas facile d'être producteur. Donc il faut, avant de passer à cette étape-là, il faut aussi bien réfléchir. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ? Et aussi, pourquoi on a envie de le faire ? Quelles raisons ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça ? Donc, il faut se poser, on va dire, les bonnes questions avant de sauter le pas. Et puis, à partir du moment où on est vraiment déterminé et qu'on a vraiment compris pourquoi
on a envie de faire de la production, surtout qu'on est aussi artiste, parce qu'il y a des gens qui sont simplement producteurs et qui n'ont jamais enregistré une seule chanson, parce que c'est pas leur truc, et eux, ils sont que dans la production. Mais quand justement tu es artiste et tu veux aussi passer le pas et être producteur, il faut aussi te poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi tu as envie de le faire? Et c'est ça qui va te permettre justement de trouver ton créneau, ta manière de travailler et de le faire le mieux possible. Voilà, si tu le fais pas pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y en a certains, des fois, qui l'ont fait pour des mauvaises raisons, qui ont été déçus, qui pensaient qu'ils avaient des objectifs dans leur tête et qu'ils le faisaient uniquement pour ça. Et à partir du moment où ils n'ont pas atteint ces objectifs-là, ils ont été déçus. Donc c'est pour ça, c'est important de se poser les questions au départ, avant de commencer. Et justement, pour que ce soit réalisable, il faut une certaine somme. Est-ce que pour être producteur, il faut obligatoirement avoir de l'argent ? Oui, rien ne se fait sans argent au jour d'aujourd'hui. Même si j'ai dit que les coûts sont moindres avec la technologie, aujourd'hui, on est capable de faire des choses qui, avant, auraient coûté beaucoup plus cher. Mais il faut quand même être prêt à pouvoir engager quand même des sommes. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, peu importe le domaine, il faut de l'argent pour démarrer les choses, et encore plus dans la musique. C'est quoi la différence entre un producteur et un producteur exécutif ? Ça dépend, tu peux être producteur exécutif parce que tu travailles sur un projet, par exemple, où tu vas amener des choses, par exemple des musiques, même des gens qui vont travailler sur le projet aussi, alors que tu vas avoir le producteur qui ne s'occupe pas de toutes ces choses-là, mais qui va vraiment être celui qui va investir, c'est-à-dire mettre les fonds pour que les choses se fassent. Et cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être un musicien, d'être quelqu'un super calé en musique. Bon, on va dire un minimum d'avoir l'habitude d'écouter la musique, des musiques, des artistes, mais il n'a pas besoin, on va dire, d'avoir les mêmes compétences que les gens qui vont vraiment participer au côté musical du projet. Et d'ailleurs, souvent, les producteurs qui sont là pour investir la partie financière, ils ont souvent ce profil-là. C'est pas tellement des gens qui ont fait de la musique, qui écrivent ou qui eux-mêmes interprètent. Ils ont une vision plutôt business du métier de producteur. Une bonne partie a une vision plutôt business, oui. Où est-ce que tu te situes, toi, entre producteur et producteur exécutif ? C'est un peu tout ça en fait. Les deux ? C'est un peu tout. Ok. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter par rapport à ton label ? Non, je crois que tout est dit. Après, comme j'aime à le dire, on continue régulièrement à recevoir beaucoup de monde. Et il faut savoir que c'est toute musique confondue, hein, art top. Et surtout la partie promotion qu'on fait, on a vraiment de tout. C'est-à-dire que il faut pas penser qu'il y a que du rap chez nous, hein. On a de tout. On a du R&B, on a de la musique africaine, du compas, du zouk, du rail. On a même de la variété, on a même des DJ électro. Il faut savoir que art top aussi, on a toute la partie agence artistique. C'est-à-dire que chez nous, il y a des peintres, il y a des chroniqueurs, il y a de l'acting, notamment avec les réalisateurs avec lesquels j'ai pu travailler, tout ce qui était cinéma. Et on fait du suivi pour ceux qui font l'acting chez nous. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs Sébastien Jiménez, avec lequel j'ai tourné le film Le Braconnier. Et le réalisateur Ryan, avec qui on a un projet de long métrage cette année, où je vais jouer quelqu'un de très surprenant, c'est-à-dire je vais jouer un styliste dans le monde de la mode. C'est quelque chose qui n'a rien à voir vraiment à contre-emploi, c'est-à-dire là ça va vraiment être, on va dire, un rôle de composition. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Mon best-of, donc best-of Cinédie, qui est disponible là maintenant. Et le volume 2 donc, sera disponible aussi en 2025 parce qu'on est déjà en train de réfléchir sur le volume 2. J'ai l'impression que tu es un artiste hyper polyvalent, rappeur, auteur d'un livre, acteur au cinéma et aujourd'hui producteur. Tu es partout. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller toujours plus loin et de t'essayer à différents domaines ?
quand un projet m'intéresse, en fait, c'est surtout ça. Quand un projet m'intéresse, je m'investis dessus. Par exemple, pour la partie cinéma, je suis quelqu'un, déjà j'aime beaucoup les films, donc je vais beaucoup au cinéma. Et quand Sébastien Jiménez m'a contacté pour son film Le Braconnier, il m'a expliqué, il m'a dit voilà, il m'a dit je connais tous tes albums, depuis 1260 jours jusqu'à Inspiration guerrière, Rue, etc. Et il m'a dit quand j'ai écrit le film, j'ai pensé à toi pour incarner le rôle du chef de gang dedans. Donc il faut savoir que lui c'est un Lyonnais. Donc du coup la première prise de contact qu'on a eue ensemble, il m'a expliqué ça. Ensuite il est venu me voir sur Paris, il m'avait envoyé le scénario. Donc on est parti manger ensemble, il m'a expliqué voilà, sa vision. Et je lui ai dit banco, on y va, parce que déjà d'une, je suis quelqu'un qui aime le cinéma et j'aimais bien le rôle. Et il faut savoir qu'avec Sébastien, depuis ce film-là, on a gardé vraiment une très bonne relation, vu que comme je t'ai expliqué, la partie acting qu'il y a au sein de mon agence, donc il donne beaucoup de conseils par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de jouer aussi dans une autre série qu'il a produite qui s'appelle Diversion. Et donc on est vraiment on contacte de manière constante par rapport à toute cette partie cinéma. Et pour répondre à ta question, oui, je vais sur les projets qui m'intéressent hors musique. À partir du moment où ça m'intéresse, je m'investis dedans. Est-ce que tu incites les jeunes à sortir de leur zone de confort? Parce que certains pensent que quand on fait du rap, on est enfermé dans ce genre. Pourtant, aujourd'hui, tu es la preuve vivante que non. Alors, qu'est-ce que tu leur dis aux jeunes? C'est ce que je leur dis à chaque fois. Souvent, quand j'ai à discuter, et justement, je le dis ça. On n'est pas obligé d'être enfermé quand tu fais du rap. Par exemple, si je prends mon cas, moi je suis un rappeur qui est connu pour faire du rap hardcore. Mes albums sont très engagés. Ça m'a même valu des procès avec des hommes politiques, dont Sarkozy par exemple à l'époque. Et c'est pas pour ça que tu es obligé de rester enfermé dans ça. Parce que j'ai pu faire après des collaborations avec des chanteuses comme Cherif Alouna, Jams, moi j'avais déjà fait, mais L'Âme, voilà. Tant d'autres qui sont pas dans le registre de rap engagé comme je fais généralement, et pourtant j'ai pu collaborer avec des artistes comme ça. Donc ça montre que tu n'es pas obligé de rester enfermé, qu'il faut t'ouvrir. Et puis après, si tu es intéressé par le cinéma, pourquoi pas. Tu vois, si ça t'intéresse, si tu as envie de prendre des cours d'acting, pourquoi pas. J'ai été amené à faire un livre, donc mon livre De la rue à la rime. Au départ, je ne pensais pas faire un livre, mais j'ai fait un livre aussi, on va dire, avec les rencontres. C'est une histoire de rencontre. Quand j'ai fait ma tournée Inspiration guerrière, elle avait été couverte par un journaliste du Parisien et de Paris Match. Donc, ils ont vu en fait que, à travers les villes, hors concert, j'allais dans les maisons de quartier, j'allais voir les jeunes, j'allais voir des associations, et ils se sont rendus compte aussi que j'étais parrain de l'association Cœur d'Haïti, pour laquelle donc j'ai fait des actions pour les orphelins qui avaient été victimes de la catastrophe concert en Haïti, où il y a eu énormément de victimes. Et donc les journalistes, ils ont vu tout ça et ils m'ont dit, mais en fait, toutes ces choses-là, on ne les sait pas, parce que dans tes albums, tu ne dis pas forcément, un titre, ça dure 2 minutes 30, 3 minutes maximum, tu ne dis pas tout. Donc ils m'ont dit, ce serait bien d'écrire un bouquin où justement tout ce côté-là que tu fais hors musique ou même familial, de pouvoir mettre au courant les gens. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du livre De la rue à la rime. Et j'ai pris beaucoup de plaisir après à défendre ce livre, c'est-à-dire à faire des séances de dédicaces dans des librairies, dans des salons du livre. Ça m'a permis de rencontrer aussi les gens qui venaient, et aussi non seulement de voir un public qui me suit depuis des années, mais aussi un nouveau public. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, on connaissait ta musique, on n'a pas forcément acheté des albums à toi, on connaissait un titre ou deux, on avait entendu parler de L'Homme, mais ça nous a intrigué que tu écrives un livre. Et donc on a acheté ton livre, on l'a lu, et on a été surpris par pas mal de choses. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient des infirmières, des pompiers, des flics, plein de corps de métiers différents dans les salons du livre où j'étais en séance de dédicace.
et qui venaient me voir, avec lesquels j'échangeais. Et je pense que si mon bouquin n'était pas sorti, c'est peut-être un côté du public que j'aurais pas rencontré, qui est différent aussi de ceux qui viennent dans les salles de concert. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se mettre des freins dans la vie. Les opportunités, elles peuvent arriver, il faut savoir les saisir et il ne faut surtout pas s'enfermer, comme tu me disais tout à l'heure, dans des cases. Il faut absolument pas faire ça. Ok, et c'est en ça que je trouve vraiment un exemple, parce que tu arrives dans ce que tu incarnes, tu arrives à croiser en fait différents publics, mais différents milieux en fait. Que ce soit la culture élitiste, parce que le livre c'est quand même issu de la culture élitiste et la culture populaire, et je trouve ça vraiment impressionnant. Oui, et puis c'était enrichissant, tu sais, dans les salons du livre, j'étais aux côtés de médecins, de psychologues, d'acteurs, d'actrices, qui avaient leurs livres à défendre. Et selon les villes et selon les salons, des fois tu te retrouves avec tel ou tel personnage, ou les éditeurs aussi des fois te mettent avec telle ou telle personnalité. Et j'ai appris aussi de ça, c'est quelque chose d'enrichissant, et c'est en ça que je dis qu'on n'a jamais fini d'apprendre, parce que quand j'ai eu cette étape-là du bouquin, ça m'a fait rencontrer, on va dire, des personnalités que peut-être on n'allait pas être amené à se rencontrer forcément sur certains événements, où on n'était pas forcément sur les mêmes événements. Il y en a qui se faisaient certaines idées de moi, qui disaient voilà, Libby Montana, le rappeur, où ils avaient vu quelques démêlés que j'avais eus et qui se faisaient une certaine idée. Et on a appris à se connaître justement et à échanger ensemble. Et c'est en ça que je dis que les choses sont enrichissantes et on n'arrête jamais d'apprendre, parce que tu as un acteur qui a peut-être changé d'idée, il s'est dit peut-être que les rappeurs finalement ils sont différents les uns les autres. Pareil pour un médecin, pareil pour un psychiatre, et c'est en ça que je dis que c'est enrichissant. Et est-ce que finalement c'est pas ça la force de l'écriture, parce que ça reste quand même le socle, ça reste quand même la base de ce que tu sais faire avec ta carrière musicale, là dans le cinéma. Est-ce que pour toi c'est ça qui revient souvent, l'écriture comme passion en fait? Oui, bien sûr, l'écriture, de toute façon, ça a une place importante dans ma vie, aussi bien dans la musique, de toute façon. Et dans l'écriture du livre aussi. L'écriture du livre, après, je ne veux pas me mettre tous les louanges, parce que j'ai écrit le livre avec Laurent Louis et Dominique, qui sont deux journalistes, l'un du Parisien, l'un de Paris Match, et qui ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des livres avec des hommes politiques, avec des footballeurs, avec des acteurs. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc moi, quand ils m'ont proposé de faire mon livre, c'était la première fois qu'ils faisaient un rappeur, et ça a été, comme ils me l'ont dit, enrichissant aussi pour eux. Donc on l'a fait ensemble. Mais oui, ça a été très, pour ma part, eux aussi m'ont dit, ça a été très enrichissant, parce que ça m'a permis de rentrer aussi dans un autre milieu. Le monde du livre, c'est différent. Les salons du livre, c'est différent. Quand j'étais jeune, j'avais déjà été dans quelques salons du livre, mais c'était, on va dire, avec les établissements scolaires. Après, j'étais pas retourné en tant qu'adulte. Et là, être acteur de ça, c'est quelque chose de différent. Ça te donne aussi une autre facette des choses. Et moi, j'avais connu ça, on va dire, pour les disques. Les séances de dédicace, je faisais ça à l'époque dans les FNAC, à l'époque il y avait Virgin, tous les magasins comme ça qui vendaient des CD. Mais dans un salon du livre, c'est différent, l'approche est différente. Et puis les gens qui viennent pour que tu leur dédicaces ton livre, c'est des gens qui communiquent plus. En fait, parce que déjà, ils ont lu le bouquin, donc ils sont curieux. Ils ont beaucoup plus de questions. L'échange dure plus longtemps qu'avec quelqu'un qui a acheté ton album. En fait, la personne qui a acheté ton album, généralement, tu lui dédicaces l'album, elle va te dire voilà, j'aime ce titre-là, je préfère celui-là. Mais la personne qui a lu ton livre, elle va aborder plein de choses avec toi, parce que déjà, d'une, elle a appris des choses aussi sur ta vie. Donc, vous allez échanger de manière beaucoup plus longue, en fait. Oui, ils ont beaucoup plus de clés, parce que là, ils sont proches. Là, c'est ta vie que tu racontes. Du coup, ils peuvent vraiment rebondir. Et là, c'est vraiment un échange constructif. Exactement, très constructif. Et puis comme je te dis, j'ai eu des échanges avec des gens avec qui j'aurais peut-être jamais échangé, hein, comme je t'ai donné l'exemple des policiers, mais j'ai échangé avec un directeur de prison, tu vois, quand j'étais parti en séance de dédicace au Salon du Livre à Lyon. Et tout ça, c'est des choses que je pense que j'aurais pas faites sans le livre, et c'est des choses qui, comme je le dis, ça a été très enrichissant pour moi. Et c'est en ça que je dis que dans la vie, on n'arrête jamais d'apprendre, et qu'on s'enferme pas, on se donne pas des limites, justement, on peut avoir des opportunités beaucoup plus larges. Bonne année 2025 à tous ceux qui nous regardent, ainsi qu'à Ondec et à Setup.
Et en ce qui me concerne, bien sûr, donc il y a mon best-of plus inédit qui est disponible. Donc best-of où on retrouve plusieurs de mes classiques, de mes différents albums, et la tracklist est faite par moi, parce que j'ai des best-of qui étaient sortis dans d'autres maisons de disques, mais j'avais pas fait la tracklist de manière personnelle. Là, je l'ai fait avec les inédits, comme je dis, avec Jay, avec Koff du Très Organisé, avec qui j'ai pris un grand plaisir à enregistrer. Et cette année, il y aura le volume 2 du best-of aussi, sur lequel on réfléchit déjà. Et puis, les différents singles où je collabore avec mes artistes d'Art-Top. Il y a Maeva Fischer qui viendra chez vous, avec laquelle j'ai le single Birthday. Il y a Chancey avec qui j'ai le single Baby Sentiment. Et il y en a pas mal à venir aussi au niveau de mes artistes. Et cette année aussi pour moi, donc le tournage du film de Ryan, où je vais incarner donc un styliste dans le monde de la mode, une sorte de Black Lagerfeld, tu vois, Karl Lagerfeld. Et il y aura aussi la série de Maître Taboula. Voilà. Merci beaucoup Alibi, merci pour cet échange. N'hésitez pas à suivre toutes les actualités d'Alibi Montana sur ses réseaux sociaux dans la description. Retrouvez cette émission sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. C'était Up sur Ondec Media.